Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité ce soir, pouvoir et opposition togolaise autour de la même table de négociation en prélude au dialogue annoncé pour le 19 février, des pourparlers pour une sortie de crise. Alors, est-ce que ce dialogue qui se prépare peut permettre de mettre fin à près de 6 mois de contestation du président Faure Gnassingbé? Quelle réponse l'opposition qui réclame l'alternance politique peut en attendre? On en débat avec nos invités dans quelques instants. Dans la deuxième partie de cette émission, la crise des PME dans un secteur bancaire inadapté. Ces sociétés sont confrontées plus que jamais au manque de financement. Nous verrons les mesures mises en place au Burkina Faso pour éviter à certaines d'entre elles le dépôt de bilan. Puis au Kenya, la colère des blogueurs et des journalistes. Ils protestent contre les nouvelles mesures du code pénal qui menacent la liberté d'expression sur Internet. Et pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, M. Malik Faye, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes responsable de la communication du Parti socialiste du Sénégal en France. Merci à vous d'être avec nous. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du pacte Le Projet pour une alternance crédible au Tchad. Gratien Roukindikiza, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Donc Gratien Roukindikiza, éditorialiste d'Africa 24. Commençons par l'actualité politique. Le dialogue politique au Togo se prépare donc, un dialogue entre pouvoir et opposition voulu par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Depuis ce jeudi, les travaux du comité préparatoire se sont donc ouverts pour parler de sortie de crise qui secoue le Togo depuis le mois d'août 2017 avec une opposition qui réclame l'alternance politique, des sujets qui seront bien entendu au cœur du dialogue qui devrait s'ouvrir dans les prochains jours. Écoutez Jerry Tama, président du parti Nouvel Engagement Togolais. J'espère que ce dialogue va régler définitivement la crise togolaise. Vous savez, depuis on a eu au moins 26 dialogues, depuis le début du vent de l'Est, comme on a dit, et ça n'a jamais réglé aucun problème. J'espère que ce dialogue sera le dernier qui va régler deux problèmes. Le problème des réformes. D'abord le problème de la réforme constitutionnelle qui est une épine dans les pieds des Togolais et qui va aussi régler le problème de l'amélioration du cadre électoral avec que ce soit des modifications en termes sur le code électoral, la composition de la CENI, peut-être même la Cour constitutionnelle, pour qu'on puisse prendre tous ces problèmes-là, qu'on les règle une fois de bon. Alors depuis le déclenchement de la crise au mois d'août, c'est une dizaine de personnes qui ont succombé durant les manifestations. Des centaines également d'arrestations ont été rapportées, notamment par l'opposition togolaise. Le climat est donc extrêmement volatile. Depuis ce jeudi, on a donc là ces travaux préparatoires au dialogue qui s'ouvrent. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, on peut considérer qu'il s'agit là d'une véritable avancée, en tout cas sur la forme tout d'abord. Oui, sur la forme, c'est très intéressant de voir que finalement, ce que l'opposition disait depuis le début, le gouvernement qui refusait et qui campait sur sa position, a eu une petite avancée grâce à l'intervention des acteurs extérieurs à la scène politique togolaise. Le fait que le président ghanéen s'y est impliqué personnellement, que la CEDEAO s'y est impliquée, c'est cette partie tiers, neutre, qui permet de prendre des positions et de faire avancer la situation. Moi, je prends un peu le parallèle par rapport à ce qui s'est passé au Gabon aussi. Le Gabon, ce dialogue a été organisé par le gouvernement gabonais et qui a choisi les participants à ce dialogue et avec qui il a dialogué, ça n'a pas marché comme il se doit. Et le blocage qu'il y avait avec le gouvernement togolais et l'opposition togolaise, c'est aussi sur la forme et comment on dit, le fond et qui doit participer à ce dialogue, qui va diriger ce dialogue et quelles sont les garanties d'application de ces décisions qui se prendront pendant ce dialogue-là. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Il faut aller vers le dialogue, mais des dialogues francs et honnêtes. Et l'honnêteté de ce dialogue-là résidera dans qui va un peu superviser ce dialogue-là et le gouvernement aussi répondra de sa bonne volonté, parce que la bonne volonté du gouvernement s'exprimera sur les mesures d'apaisement que l'opposition réclame. Parce que l'opposition demande toujours, OK, on va aller au dialogue, mais que le gouvernement aussi fasse des gestes d'apaisement en libérant des prisonniers politiques, en essayant aussi de faire des gestes qui montrent que le gouvernement togolais est disposé à respecter ces dialogues qui arrivent et aussi les décisions qui vont s'y prendre. Alors justement, on entre là dans le fond des discussions. L'opposition togolaise attend donc
plus de mesures en ce qui concerne les mesures d'apaisement qui ont été annoncées il y a plusieurs semaines par le pouvoir togolais, notamment la libération de détenus, des manifestations qui ont eu lieu au cours de ces 6 derniers mois. Mais jusqu'à maintenant, encore ce soir, à l'heure même où nous parlons, il n'y a pas eu d'engagement en ce sens qui ont été pris par le gouvernement. Donc là, est-ce que c'est un signal, une difficulté qui s'annonce là pour ce dialogue qui doit s'ouvrir lundi? Oui, Malick Faye. Oui, certainement, il y a des difficultés. Et je pense sincèrement que c'est encore le début d'un jeu de dupes. Parce qu'à chaque fois, le pouvoir en place va prendre des décisions, va prendre des mesures et ne va jamais les respecter. Lorsqu'il y a eu les manifestations, ou du moins en tout cas lorsqu'elles étaient à leur plus fort mouvement, le pouvoir a décidé de venir autour de la table. Ce qui lui permet évidemment de gagner du temps et surtout de se préparer à encore diviser cette opposition qui n'arrive pas à s'entendre. En août et en septembre, lorsqu'il y avait les manifestations, il y avait une dynamique qui était en place. Mais une fois que ce dialogue sera instauré, ce sera l'occasion pour le pouvoir de se mettre encore en dessous et de profiter de la situation pour préparer le terrain, diviser encore l'opposition, revenir sur ces décisions et ne jamais avancer. C'est carrément un jeu de dupes. Gratien Rukindi-Kiza, vous êtes d'accord avec Malick Faye qui dit finalement que le pouvoir togolais compte finalement sur un essoufflement de la mobilisation? Bon, je ne pense pas parce qu'en fait, au niveau de justement, où il y avait beaucoup de mobilisation, beaucoup de manifestations dans le pays, ce n'est pas ce moment-là où il y a eu le début des négociations, le début du dialogue. Le début du dialogue il a été annoncé en septembre. Il a été annoncé en septembre, mais en réalité, septembre... un peu avant, il y a eu des manifestations qui ont rassemblé plus de 100 000 personnes dans les rues. Mais en réalité, ce qui s'est passé, disons, la pression importante sur le gouvernement, c'est surtout les deux pays voisins de la sous-région, la Guinée et le Ghana. Il y a aussi, il faut dire, la communauté religieuse qui intervient, les catholiques qui entrent dans la danse, donc qui poussent le président à accepter de partir en 2020. Cela veut dire que la pression des deux corps, les deux pays et puis les religieux, plus on ajoute l'opposition, le président fort, il est difficile vraiment de résister pour ne pas avancer au niveau du dialogue. Je pense qu'il doit aller au dialogue, il doit évoluer. Alors, il va appartenir à l'opposition. Ça dépendra de l'opposition. Comment parce que quand on parle de dialogue, c'est-à-dire que je cède, l'autre aussi cède. On ne peut pas dire j'arrive avec 100, je réclame 100, je dois avoir 100. Non, j'arrive avec 100, mais je peux partir avec 60, je peux partir avec 70. Mais justement, le gouvernement a réussi quand même à déplacer le problème. L'opposition réclamait que la décision soit rétrograde, la décision de revenir sur la Constitution de 1992. Il y a une évolution chaque fois. Aujourd'hui, on parle de libération des prisonniers. Mais sachant qu'il est déjà... Pas seulement ça. Alors ça, c'est le préalable. C'est le préalable à ce dialogue. Voilà. Mais la question de ce retour à la Constitution de 1992 est toujours d'actualité. En fait, je vous cède la parole. Ils ont trouvé, moi je crois que ce qui est très intéressant d'avoir dans ces jeux de rapport de force entre l'opposition et la société civile, n'oubliez pas, la société civile et le pouvoir en place, c'est aussi l'implication des religieux. Et là, la question, je crois qu'ils sont en train d'aller vers une solution pour l'application de la rétroactivité vers la Constitution de 92. C'était de dire qu'ils vont trouver une proposition que Yassibé quitte le pouvoir en 2020. Ça veut dire que le fait qu'il va quitter le pouvoir, qu'il donne sa parole et qu'il s'engage à le quitter, va résoudre le problème de ce retour à 92. Et ce qui est intéressant à voir aussi, que, attention, le pouvoir n'est pas allé au dialogue parce qu'il a voulu. Non, on l'a obligé aussi parce qu'il s'est retrouvé dans une situation telle qu'il n'a pas le choix que d'aller au dialogue et que d'écouter aussi cette troisième partie qui s'est engagée, où la communauté CEDEAO qui s'est aussi pesé de tout son poids et a mis le pouvoir togolais devant sa propre responsabilité. Et ce qui est encore incroyable dans l'histoire, c'est même président du Togo et aussi médiateur dans d'autres crises. C'est ça, là, on trouve que comment se fait-il qu'il y ait des gens qui sont capables d'être médiateurs dans d'autres crises qui ne peuvent pas faire de dialogue dans leur propre pays. C'est ça, c'est des incohérences qu'il faut relever. Alors... Mais personnellement, je crois que ce qui est en train de se passer au Togo est très intéressant dans le sens où, pour la première fois,
un pouvoir très autoritaire en train de céder face à la pression citoyenne, face à la pression de l'opposition et aussi face à la pression de la communauté régionale et sous-régionale. C'est très intéressant. Alors, céder, oui, pour la tenue de ce dialogue, oui, mais sur le fond, sur la question, c'est que le fait même de les avoir déjà sur une table où il ne choisit pas. Déjà une victoire. Où il ne choisit pas ses propres interlocuteurs. Et il y a une troisième partie qui supervise. Donc ce n'est même pas un dialogue sous le contrôle du gouvernement togolais, comme ça se passe dans tous les pays africains, où tous les dictateurs ou tous les pays totalitaires décident de faire eux-mêmes le dialogue supervisé. Avec qui ils vont dialoguer? Et comme tu dis, c'est ça, là où ils divisent l'opposition à chaque fois, comme l'a relevé Malik Faye. C'est que le fait de choisir les interlocuteurs, c'est que ça divise. Il faut dire qu'au niveau de la partie de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a une valeur morale qui dépasse les autres zones au niveau de l'Afrique. L'Afrique centrale. L'Afrique centrale, non. Parce qu'ils n'ont pas de légitimité. Que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique australe, même SADC ou l'East Africa Community, parce que la CEDEAO est capable d'intervenir militairement pour obliger un pouvoir d'accepter ce qu'ils exigent. Ce qui s'est passé en Gambie. Ça s'est passé en Gambie, s'est passé, il y avait aussi des menaces au niveau du Mali, du temps de Sanogo. Donc, il y a cette force-là, ils ont la force morale, ils ont aussi la force physique pour contraindre. Ils ont aussi la force politique. Donc, ce qui importe que ce n'est pas seulement l'aspect militaire. Regardez aussi le point politique. Parce que la CEDEAO est en train de démontrer que politiquement, la CEDEAO peut être aussi viable et vitale dans l'intervention des règlements des conflits. Si vous pensez que la CEDEAO va intervenir comme elle l'a fait au niveau de la Gambie, vous vous trompez, c'est impossible. On n'a pas dit qu'elle va intervenir militaire. À Gambie, c'est pas la CEDEAO. À Gambie, c'est le Sénégal. Oui, mais c'est pas la CEDEAO. Sous couvert de la CEDEAO, même si c'est le Sénégal. Mais les situations sont différentes parce que en Gambie, au Togo, plutôt, ce qui se passe, il n'y a pas d'élection. On parle quand même de constitution. La CEDEAO ne veut pas venir dire, en tout cas aux Togolais, que vous allez revenir. C'est impossible. Et tout à l'heure, je disais que c'est juste pour diviser, pour réussir à diviser, pour se donner du temps. Oui, il y a eu la libération des imams. Aujourd'hui, c'est des catholiques qui parlent. Mais ça, vous pensez que ça va pousser ce gouvernement en place à dire « oui, je vais revenir sur la constitution ». Non, la question, ce n'est pas de dire que le gouvernement va dire du but en blanc qu'il va revenir. Non, la question est de dire que le fait que toutes les structures qui fondent la société togolaise ou les autorités morales traditionnelles sont en train de s'impliquer dans la résolution des crises. Si vous me permettez de terminer, ce n'est pas exactement ça, parce que le dialogue aujourd'hui, elle est faite entre l'opposition et le pouvoir. Et trois représentants de l'opposition. Parmi ces trois quand même, il y en a le principal responsable des partis politiques d'opposition, c'est quelqu'un quand même qui a été nommé en tant qu'opposant au pouvoir. Et c'est cette même personne qui va commettre quelqu'un, qui va commettre une personne pour qu'elle siège. Ne jugez pas les gens de leur passé. Donnez-leur aussi la chance de pouvoir évoluer. Ce qu'on a vu avec les manifestations de 100 000 habitants, si on juge de 100 000 personnes, c'est ce qu'on a vu. Monsieur Malik, alors on va laisser Malik Faye terminer. Si vous permettez de terminer. S'il vous plaît. Avec les manifestations, lorsqu'elles étaient vraiment fortes en septembre, c'est parce qu'il y a une nouvelle personne, une nouvelle figure qui est là, qui est venue diriger le mouvement. Et c'était en dehors des partis classiques d'opposition. Aujourd'hui, pour casser ce mouvement, qui était une dynamique, mais bien sûr c'est pour casser, qui était une dynamique, on leur a demandé, on va se retrouver autour de la table pour discuter. Donc, en attendant d'avoir le temps et d'armer encore plus l'opposition classique, cette opposition qui est là souvent, la plupart du temps, par leur propre intérêt et qui ne laissera pas de toute façon les nouvelles têtes émerger. C'est là où je dis que vous avez oublié un pan entier de l'histoire. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui est parti de choisir les opposants qui doivent venir participer. Non, c'est les trois leaders de l'opposition, qu'ils soient Jean-Pierre Fabre, Mme Johnson... Et vous croyez que le gouvernement ne parle jamais? Et M. Tipki, tous les trois leaders... C'est le discours officiel. Non, ils sont partis au Ghana. Ils sont allés d'abord au Ghana, d'abord discuter avec le président
ghanéen, Ado, c'est ainsi de suite. Et le fait même que ces 3 leaders qui représentent l'opposition radicale et engagée, qui font toutes ces manifestations, qui ont créé ces rapports de force, n'ont pas dialogué avec le gouvernement en premier, non. Ils sont partis d'abord au Ghana, plusieurs fois. Depuis septembre, ils faisaient des navettes. Et ils revenaient parler à leurs citoyens et rendaient compte. Ainsi, et si c'est le gouvernement ghanéen... Moi, ce que je suis en train de dire... Donc, c'est cette opposition que vous dites que le gouvernement va jouer parce qu'il y avait parmi les opposants, il y a un ancien ministre, ça ne joue plus parce que les 3 leaders de l'opposition ne prenaient pas ni leur compte ni leur invitation du gouvernement togolais. Parce qu'ils venaient de la CEDEAO, ils communiquent directement avec la CEDEAO. Pour moi, ça me donne un espoir parce que... Mais il faut savoir que dans ce genre de choses, de négociations, quand il y a disons une force politique ou morale qui intervient, qui a une certaine importance au niveau du pays, par exemple au niveau de CEDEAO, c'est-à-dire que les négociations, au juste, les négociations vont se passer au niveau de la CEDEAO. Les Togolais vont en fait discuter dans un domaine assez balisé par la CEDEAO, parce qu'à un certain moment, il va y avoir un compromis entre le pouvoir et la CEDEAO. Le pouvoir va dire, j'accepte ça, oui. Et donc j'accepte cela, et donc la CEDEAO va inviter les opposants à dire, vous pouvez négocier dans ce domaine, dans ce champ, et vous ne pouvez pas aller au-delà. Et donc, il adviendra alors que chacun se dise, je peux expliquer ce que je vais négocier, mais en réalité, les négociations en soi, dans tous les pays du monde, quand il y a un autre acteur qui intervient en tant que médiateur, en soi, c'est lui qui essaie de baliser les zones pour qu'au moins les négociations aboutissent. Sinon, si on laisse les Togolais entre eux, ils ne vont jamais s'entendre. Alors, le problème, c'est que le gouvernement n'a pas cédé. Il n'a pas venu autour de la table. Il n'a pas venu autour de la table. Il n'a jamais cédé parce que... Non, mais les opposants avaient demandé la libération. Ils n'ont libéré que des imams. Ils n'ont pas libéré d'autres prisonniers. Ils ont demandé qu'ils quittent la zone nord, que l'armée quitte la zone nord. L'armée n'a jamais quitté la zone nord. Donc on revient autour de la table, on prend du temps et on avance. Ça fait partie des négociations. Le dialogue n'est pas commencé encore. Non. N'a pas commencé encore. Le dialogue, ça commence demain. Aujourd'hui, c'est juste les préparations. Du comité. Ce sera pareil. Alors, le dialogue devrait s'ouvrir en tout cas dans les prochains jours. L'opposition, en tout cas pour l'opposition, le mot d'ordre est le même. Revenir à la Constitution de 1992, c'est l'alternance politique que les membres de l'opposition réclament et le départ donc du président Faure Gnassingbé en 2020. Est-ce que, enfin, en tout cas, qu'est-ce que l'opposition peut attendre véritablement de ce dialogue, sachant que le pouvoir togolais observe toujours le statu quo autour de cette révision de la Constitution qui se profile, avec la possibilité pour le président Faure Gnassingbé de se représenter au cours des 2 prochains scrutins présidentiels. Mais l'opposition, tout à l'heure, il a dit que eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est une réforme institutionnelle et aussi une révision du code électoral, qu'ils vont aussi vérifier qui gère les élections, qui gère les cartes électorales, il faut le refaire. Donc, cette transparence, cet audit que l'opposition réclame fait partie des stratégies de l'opposition de disqualifier M. Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé ne s'impose pas que par l'armée, il s'impose aussi par beaucoup des outils stratégiques qui lui permettent d'avoir une vue de tout ce qui se passe et essayer de pouvoir manipuler. Malick Faye. Je pense que l'opposition ne gagnera pas grand-chose, à part perdre du temps. À partir du moment où il y avait... Parce que l'objectif du président du Togo, malheureusement, c'est resté encore 10 ans. À partir du moment où il dit on va faire la réforme de la Constitution, mais ça va rentrer en vigueur avant moi, 10 ans, c'est clairement leur dire qu'on n'ira nulle part. Et je ne pense pas, parce que ce qui se passe dans tous les pays du monde, à partir du moment où il y a des manifestations, c'est les premiers jours qui comptent. Les premiers jours, c'était d'août à septembre. Maintenant, il a réussi à casser ça. Il va revenir autour de la table, mais jamais, je ne crois pas en tout cas, qu'il va réussir à revenir sur ce délai. Oui, donner une chance au peuple togolais qui essaie de... En fait, moi, je crois qu'il y a une victoire. Mais je ne suis pas quelqu'un qui rêve. Une guerre ne se gagne pas en une bataille. Le fait de dire que c'est composé de plusieurs batailles. Le problème, c'est que ça fait longtemps que la guerre dure et il n'y a pas une seule bataille qui a été gagnée par l'opposition. Des batailles en bataille. Le fait que aujourd'hui, l'implication de la communauté sous-régionale, qui est la CEDEAO, et même des autorités politiques respectueuses et qui sont même légitimes et exemplaires, comme le président du Ghana et le pays qui est Ghana même qui est exemplaire, fait que ça poussera même peut-être ce gouvernement assez rigide et assez violent à faire attention, à ne pas se comporter comme le passé. Ainsi, l'opposition gagnera des petites victoires
qui mènera à la grande victoire finale. Aussi, un gouvernement qui est resté pendant 50 ans au pouvoir. Et vous pensez qu'une opposition qui compte, un pays qui compte 7 millions d'habitants, 7 millions d'habitants avec 113 partis, des partis d'opposition qui ont des intérêts divergents, un gouvernement de 50 ans, je ne pense pas. Ça nécessite plein de petites victoires et la guerre finale se gagnera toujours. Je pense que vous rêvez. Abdelkerim, merci beaucoup. Malik Faye, merci. À vous aussi. On va marquer une courte pause. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.